Bonjour à tous, hein, c'est le live quotidien, 19h heure française, 18h heure algérienne. Donc, comme d'habitude, trois petits sujets. D'abord, un témoignage que j'ai pris dans la thèse de Marie Muil. C'est une thèse qui est assez formidable, cela dit, elle n'est pas toute courte, hein, elle doit faire 500, 600 pages, quelque chose comme ça. Puis je crois qu'elle n'a pas été publiée. Elle est disponible sur Internet, en revanche, je vous mettrai le lien dans la lettre ou quelque part. Puis, on attaque ensuite avec les feux de circulation et toute la circulation en fait dans Oran. C'est quand même quelque chose de très particulier, vous allez voir, mais je me demande si c'est pas un peu pareil dans toutes les villes de France en fait. Puis ici, un article de tout des aides là que j'ai posté ce matin, je crois bien, animation culturelle et artistique de la ville d'Oran. J'en parlerai pas tellement, mais c'est surtout pour mettre au point certaines petites choses, parce que j'ai eu un petit commentaire qui était intéressant, et je pense que ça vaut le coup pour moi d'y revenir, histoire de remettre en place ma ligne à moi. Salut Dan. Donc, on attaque avec le témoignage. En fait, deux témoignages dans la thèse de Marie Muil qu'elle relève, des témoignages de pieds noirs, mais qui parlent d'écriture. Et ça, c'est quelque chose d'important. D'abord, il y a un premier témoignage d'une personne qui dit « De nombreux pieds noirs tentent d'exprimer leur déracinement, d'en évacuer les souffrances par l'écriture. » Salut, oui, oui. L'œuvre individuelle naît alors du désir de dire, de libérer, de transmettre et de guérir. Salut Dominique. Avant d'arriver en France, j'étais journaliste, mais je n'avais jamais écrit de roman. C'est en montant sur le bateau qui nous a éloignés de l'Algérie, j'adore cette phrase, que je me suis promis d'écrire des livres, d'abord pour faire vivre ma famille, ça c'était quand même évidemment le point principal de tous les pieds noirs je crois, mais ensuite pour raconter ce que nous vivions. Raconter notre histoire m'a permis en quelque sorte d'expulser ce nœud qu'il y avait en moi depuis le départ. Il fallait que je mette sur le papier les horreurs que nous avions subies. Vécues, exactement. Salut Damien. Et on s'en fout, ça veut dire quoi ça? Alors je vais voir si je peux supprimer aussi. Tac. Est-ce que je peux supprimer ça? Ouais, je dois pouvoir bloquer. Tac. Alors je rappelle ici quand même que tous ceux qui sont là pour me faire des polémiques ou des choses comme ça, j'ai les moyens de les bannir. Malheureusement, c'est le terme qui est employé sur Facebook, donc je bannis, tout simplement. Donc je continue ma petite histoire, qui est donc que cette personne-là, elle revient, enfin elle part d'Algérie, et c'est quelqu'un qui va devenir journaliste, et qui devient journaliste parce que il a éprouvé le besoin d'écrire. Et il a d'abord écrit pour faire vivre sa famille, et ensuite il écrit pour mettre en place ses souvenirs. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important, et en vérité, ça existe chez beaucoup de pieds noirs, et je pense que c'est pas suffisamment pris en compte, toutes ces écritures un petit peu solitaires, il me semble qu'elles sont vraiment, vraiment importantes. Ensuite, j'ai un deuxième témoignage qui est un petit peu dans la même logique, sauf qu'il est beaucoup plus émotif, j'allais dire. Ma fille voudrait que je l'écrive, c'est-à-dire que j'écrive l'histoire, là. Parce que souvent, je raconte des choses, des histoires de famille, que je ne vous ai pas tout raconté. Je vous ai raconté les anciennes, mais peut-être le détail profond de certaines choses, je ne vous ai pas tout raconté dans la vie. Eh bien, quand je raconte des choses, mais machinalement, si vous voulez, ça vient. Alors, elle s'adresse en fait à Marie Muil. Je raconte des choses, et puis je n'ai pas fait exprès de les raconter, et puis ça vient, je le raconte. Elle me dit à chaque fois, mais c'est des histoires que tu dois écrire. Ça, c'est sa fille qui lui dit à elle, mais tout ce que tu racontes là, tu dois l'écrire. Et je pense que, quelque part, quand on dialogue avec ses parents comme ça, ou ses grands-parents, je pense qu'il faut les forcer à écrire, parce que depuis pas mal de temps, je pense que les pieds noirs, ils ont été habitués au fait que leur histoire, personne n'en voulait. Et je pense que du coup, pour beaucoup d'entre eux, ils ont le sentiment que de toute façon, ça ne sert à rien d'écrire parce que leur histoire, elle n'intéresse personne. Et ce qui est faux. Alors peut-être qu'elle n'intéresse pas le grand public, on ne peut pas dire qu'actuellement, en effet, elle intéresse le grand public, mais par contre, elle intéresse forcément les descendants de la famille. Et si elle n'intéresse pas sur le moment, elle pourra intéresser dans 10 ans, dans 20 ans, c'est une certitude, il y aura au moins quelqu'un qui se plongera dans cette histoire pour retrouver la lignée. Salut Martine. Et j'avais commencé à écrire quelque chose. J'avais commencé à écrire et je ne retrouve pas ces feuilles. Ça aussi, c'est assez classique, c'est-à-dire qu'on perd en plus ce qu'on écrit. Alors ma fille me dit toujours, et même mon petit-fils, c'est pour dire que ça descend assez bas, me dit, tu as continué à écrire? Je lui dis, écoute, je me suis arrêté en route et j'ai perdu les 2 feuilles recto-verso que j'avais écrites. Et vous savez, dans mon enfance, je raconte des détails de mon enfance où j'ai été malheureuse, je raconte des choses sur ces 2 feuilles, mais il y en a tellement à raconter, tellement, tellement,
Ma fille dit, mais tu peux faire un livre, c'est un roman de ta vie. Et elle a raison, c'est vrai. J'aime beaucoup ce témoignage parce qu'il montre vraiment qu'il y a, je pense, dans la tête des Pieds Noirs, la volonté d'écrire cette histoire et en même temps le doute sur le fait que ça puisse intéresser les gens. Et on voit en même temps que les enfants, eux, et même les petits-enfants, sont intéressés par cette histoire. Et je vais revenir sur ma petite histoire du dictaphone, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus simple, quitte à pas retranscrire derrière et à garder ça pour le jour où on aura du temps pour le retranscrire. Donc, ne surtout pas hésiter à aller interroger les personnes, parce que même si on a le sentiment qu'elles n'ont pas forcément envie de raconter leur histoire, en vérité, il suffit parfois de peu pour que les gens se lâchent et racontent leur histoire. Et souvent, c'est en désordre, hein, de toute façon, et c'est bien plus tard qu'on remet en ordre par écrit, par exemple, mais ça sort en désordre. Et je rappelle bien souvent qu'en plus, ce qui sort en premier, c'est toute la partie qui est liée à la guerre, la rancœur, etc., et qu'il faut la laisser passer au-dessus si on veut accéder après aux petites choses familiales qui sont les plus importantes pour les enfants et les petits-enfants, hein. Donc c'est des témoignages que je trouve vraiment très forts. Et pour moi, l'écriture, que ce soit l'écriture Pieds Noirs ou alors l'écriture des enfants qui retranscrivent, c'est juste fondamental. Il n'y a rien de plus profond que ça. Même c'est plus profond que le dictaphone. Mais le dictaphone, c'est une première étape qui est d'une simplicité absolue et qui, à mon sens, n'est rien à faire. N'est rien à faire. Et derrière, on se retrouve avec des heures d'enregistrement qui valent le coup le jour où on a un petit peu de temps. Bon, voilà ce que je voulais dire là-dessus. J'attaque avec ça. Alors ça, c'était en couverture d'un livre de Edgar Attias. Edgar Attias, j'en ai déjà parlé parce que j'ai déjà parlé de ce livre-là, par exemple. C'est un bonhomme qui vit en ce moment en Israël et qui a grandi dans le quartier juif à Oran et qui est la mémoire d'Oran. Et salut Théma, bon retour. Qui est la mémoire d'Oran, enfin la mémoire, il y en a quelques-uns comme ça, mais lui, bon voilà, c'est quelqu'un de costaud et il a écrit quelques bouquins, mais des bouquins toujours très simples. Patricia, ça y est, je t'entends, filmer, c'est génial aussi, ouais, c'est sûr. Donc, il a écrit des bouquins sur le quotidien d'Oran. Ce bouquin-là, il l'a pris à partir des articles de l'écho d'Oran. C'est-à-dire qu'il chope des toutes petites anecdotes, et je vous ai raconté quelques anecdotes, notamment quand j'ai parlé des séismes. Et alors, il en a écrit. Alors, il n'est pas réédité, lui, c'est horrible, hein, parce que ces choses-là, heureusement que celui-là, j'ai réussi à l'avoir avant. Mais celui dont je vais tirer un petit peu tout ce que je sais là sur les feux de circulation, je l'ai pris dans Récits sur Oran. C'est un autre livre qu'il a publié, mais qui est épuisé aussi et qui n'est pas réédité par les maisons d'édition, qui s'appelle Mémoire de notre temps, et c'est quand même bien dommage. Mais comme j'avais contacté Edgar Attias et qu'on avait sympathisé un petit peu, il m'avait envoyé le fichier de son livre. Et alors, dedans, il y a des milliers de choses, hein. Il y a plein de choses, et ça n'est que des petites anecdotes. Moi, ce que j'aime dans cette histoire autour d'Oran, c'est vraiment les petites anecdotes pour pouvoir reconstituer le contexte, hein. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, pour moi, c'est fondamental de pouvoir reconstituer le contexte de la ville, dans mon cas, évidemment, pour pouvoir placer mes parents, mes grands-parents dedans et comprendre un petit peu pourquoi ils ont réagi comme ça, pourquoi ils étaient comme ça. Parce que sinon, on n'a pas tellement la vie quotidienne en Algérie, on a des grands discours, hein, ou alors on a des tout petits trucs familiaux, mais on n'a pas le contexte. Et alors lui, avec ses deux bouquins, il me donne un contexte qui est juste énorme et qui est formidable, hein. Et alors il raconte les feux de circulation. Les feux de circulation, ça a commencé en 1931. 1931, il commence à y avoir un petit peu de circulation dans la ville. Et alors les gens, ils réclament des clous. Alors les clous, il faut se rappeler, mais enfin je pense qu'il y en a qui se rappellent, il y a le passage clouté, parce qu'à la base, quand même, c'était des clous qu'on mettait sur la route. Et évidemment, les passages cloutés, ça va poser des problèmes. Il y a une première opération qui est mise en place, donc en mars 32. Ils vont installer des clous là. Une première opération pas trop douloureuse est tentée. Les principaux points névralgiques se situent au centre, de la place Foch à la rue d'Arzeux. D'accord, c'est pas trop compliqué. La place Foch, c'est la place d'Armes, je pense que tout le monde le sait. 3 endroits sont particulièrement dangereux pour les piétons à cet endroit-là. Place Foch, à hauteur de rue des Jardins et rue Philippe, c'est-à-dire vers le haut en fait, hein. C'est-à-dire, au niveau de la place Foch, il y a la rue des Jardins qui descend en bas du quartier juif. Ils vont mettre des passages cloutés là. Et au niveau de la rue Philippe, ça descend vers la mosquée du Pacha et la Marine. Et on va mettre des passages cloutés là. Place Foch, donc, d'autant plus qu'en ce point, la chaussée est toujours en mauvais état du fait qu'elle comprend, on ne sait pourquoi, du pavage. Il y a des pavés donc. Et un îlot ridicule de terre battue. Alors ça, je ne sais pas trop, hein, mais enfin, on est en 1931, hein, ça ne m'étonne pas.
Place Foch, à la rencontre du boulevard Clémenceau, de la route du Port et de la rue Eugène-Étienne, et place Villebois-Mareuil. Bon, autant dire qu'on est vraiment dans les gros points, et on est vraiment au centre, et ils vont mettre des passages cloutés là. Et l'installation des passages cloutés commence en mars 32, et alors les gens, évidemment, ils sont pas du tout habitués parce que ça a l'air d'être le foutoir total. C'est-à-dire que les gens, ils passent où ils veulent, les voitures, elles passent où ils veulent, et tout le monde fonctionne comme ça, très bien. Et évidemment, il y a le maire, c'est tellement le bazar que le maire, il éprouve quand même le besoin, le 17 octobre 32, donc 6 mois plus tard à peu près, de faire passer un message. Les passages cloutés sont établis pour faciliter aux piétons la traversée des artères où la circulation est intense. Les véhicules de toutes sortes, y compris les tramways, devront ralentir lorsqu'ils arriveront à proximité des passages cloutés, afin de permettre aux piétons qui s'y sont engagés de traverser la chaussée en toute sécurité. C'est-à-dire qu'en résumé, il est en train d'expliquer tout ce qu'on connaît depuis toujours. Au signal de l'agent, parce qu'il y a un agent, là je vous en parlerai après, au signal de l'agent chargé de réglementer la circulation, les véhicules devront stopper avant la ligne extérieure du passage. Bon, donc ils sont en train de tout expliquer, et 6 mois plus tard, ils continuent d'expliquer parce qu'il n'y a personne qui comprend, et il y a tout le monde qui continue à passer, à traverser les routes n'importe où, et les voitures qui ne s'arrêtent pas spécialement devant les piétons, on n'y a rien. On continue un mois plus tard, le 28 novembre, donc un mois plus tard, après l'arrêté, le préfet de police, il est obligé d'intervenir. Jean Chiappe se sent obligé d'énoncer à son tour quelques règles. Le trottoir, ça me fait rire, le trottoir est aux piétons, la chaussée est aux véhicules, les passages cloutés sont la zone commune des piétons et des véhicules. Donc il précise bien tout ça un mois plus tard, parce que manifestement c'est le bazar. Ces zones neutres sont indispensables aux piétons pour aller d'une rive à l'autre. Il faut d'autre part que les véhicules les franchissent pour continuer leur route. Ces passages sont donc à proprement parler des terrains d'entente. Il dépend aussi bien des conducteurs que des piétons de ne pas s'y conduire comme sur un champ de bataille. Ce sont les termes, ce sont les termes du préfet. Chacun doit s'y appliquer à faciliter le passage de l'autre. Bon, alors ensuite ça continue, on est à 32, donc 4 ans plus tard, 4 ans plus tard c'est toujours le bazar, et c'est toujours le bazar parce que même les agents de la circulation, ils n'arrivent pas à intégrer comment ça fonctionne. Et il y a une anecdote qui est assez sympa, c'est-à-dire que les agents de circulation, ils font arrêter les tramways pour faire passer les voitures, et il y a les colorants qui s'amusent à casser un tout petit peu les agents pour leur expliquer que quand même c'est pas simple d'arrêter les tramways, que c'est quand même plus simple d'arrêter les voitures, que ça serait plus malin d'arrêter les voitures et de laisser passer les tramways que de faire l'inverse, parce que quand même c'est plus compliqué pour un tramway de s'arrêter. Donc ça continue comme ça, là on est en 34, et ensuite, bon, on va continuer comme ça jusqu'en 1947, et en 1947 c'est toujours le bazar, de toute façon, il n'y a personne qui suit les passages cloutés, tout le monde traverse dans tous les sens, et il va falloir mettre 2 agents qui vont assurer la circulation, et en vérité 2 agents à chaque endroit, mais il va y avoir 3 brigades de service qui fournissent chacun 20 hommes, ça veut dire qu'on va avoir 60 bonhommes qui vont s'occuper de la circulation, et ça seulement pour les endroits où ils sont fixes. Il va y avoir 16 agents qui sont en mobilette, là, qui se promènent, et il va y avoir 30 cyclistes qui prospectent partout, sans relâche, à tour de rôle, au long des rues, à la recherche des infractions. Et il faut savoir que s'il y en a un qui traverse mal, il se prend 900 francs d'amende. 900 francs de l'époque, ça me paraît quand même assez énorme, mais c'est ce qui a marqué, 900 francs d'amende. Bon, ensuite on apporte des petites améliorations techniques. Alors là, je pense que vous avez vu des photographies, d'ailleurs je me demande, ouais, ça doit être ça. Cette photographie là, ici, on va les mettre dans des baquets, ne serait-ce que pour les protéger, parce qu'il y a eu des accidents aussi avec ces agents de la circulation. Il y en a qui se sont fait renverser. Donc ils vont mettre des baquets, ils vont les mettre dans les baquets, et ensuite ils se plaignent un peu parce qu'il fait un petit peu chaud à Oran quand même. Donc on va leur mettre des parasols. Mais alors c'est rigolo parce qu'ils mettent des parasols Coca-Cola, et évidemment il y a tout le monde qui commence à rigoler, puis à dire à la mairie qu'ils devraient éviter de se faire de l'argent là-dessus. Donc hop, les parasols Coca-Cola sont repartis, et ben, ils vont rester comme ça avec leur képi sur la tête et en plein soleil pendant, je crois que le service, je crois que j'ai lu que c'était 8h30 de service comme ça au milieu de la route en train de faire la circulation. Autant dire que c'est quand même costaud. Et en 1947, donc toujours, ils vont faire quelques améliorations, ils vont introduire les feux de signalisation, mais ce n'est pas les feux comme on connaît nous, c'est des feux que eux, ils vont actionner comme ça avec un petit bouton qui va passer, qui va permettre au feu de passer au rouge et au vert, et juste à certains endroits, évidemment, pas dans toute la ville. Et il y a ça qui est mis en place, et ensuite ils vont tester un truc qu'on connaît, parce qu'on le voit de temps en temps quand il y a des travaux par exemple, c'est-à-dire qu'il y a un agent qui va tenir un poteau comme ça, avec un rond rouge quand il ne faut pas passer, et hop, il va tourner, puis un rond vert quand il faut passer. Donc ça, on est en 47. Alors je ne pensais pas du tout qu'en 47, on en était là quand même, mais en fait j'ai lu
que c'était en train de se mettre en place aussi à Paris et je ne sais plus dans quelle autre ville, Lyon peut-être, et que mine de rien, à Oran, c'est la troisième ville où on essaie de commencer à régler le système de circulation là. Donc mine de rien, ils sont en avance comme toujours en fait. Je m'aperçois depuis longtemps que Oran est en avance. Salut, ciao. Avril 51, donc 4 ans plus tard, ils mettent des miradors en ciment, c'est-à-dire qu'au lieu des baquets comme ça, là, et j'imagine que c'est pour des raisons de protection, hein, parce que les baquets, ça ne doit pas être super solide quand il y a une voiture qui rentre dedans, donc ils vont mettre comment ils appellent ça, des miradors en ciment pour protéger la personne. On est en avril 51. Et moi, je pensais vraiment que les années 50, c'était moderne, mais bon, je vois que en 51, il y a ça. Salut Carlos, content de te voir ici. On continue, 7 janvier 52. Alors 7 janvier 52, il commence à y avoir des voitures. Il faut se rappeler que le début, là, quand on est en 1931, on doit être à 200 000 habitants dans Oran, et qu'en 62, on est à 400 000. Donc dans les années 50, on doit être à 300 000, quelque chose comme ça. Et c'est quand même l'enfer au niveau des voitures. Hein. Donc ils vont commencer à se poser des questions sur les nouveaux plans de circulation, et ils vont mettre en place des nouveaux plans. Et cette fois-ci, comme c'est le bazar, ils vont devoir de nouveau remettre en garde les piétons pour que ça ne soit pas trop le bazar, et ils rajoutent, alors je ne sais plus qui c'est qui insiste, peut-être le maire, les piétons devront obligatoirement emprunter les passages cloutés ou le prolongement des trottoirs dans les carrefours qui en sont démunis. Donc on répète des choses évidentes. Hein. Des gardiens de la paix, par période régulière, arrêteront des véhicules et donneront aux piétons le signal de le traverser. Dernier point, des panneaux de signalisation ont enfin été installés, notamment au carrefour Bata. Alors s'il y en a qui se rappellent, ce qu'est le carrefour Bata, hein, je ne sais pas où est Bata, moi. Je ne sais pas où est le carrefour Bata, je l'ai vu passer plein de fois, il a l'air d'être super connu, donc ça doit être vraiment au centre-ville, mais j'ai aucune idée de l'endroit où c'est. Bon, et en janvier 53, ils commencent à installer les feux de circulation, mais en fait, ils les testeront vraiment en juillet 53. Juillet 53, c'est là qu'ils mettent en place les feux de circulation et que les Oranais feront connaissance avec ces signaux lumineux, hein, donc le vert, le jaune, le rouge, tout le monde connaît, puis c'est ça qui va être mis en place. Hein. Vers 21h, les services techniques de la ville procèdent au dernier réglage et pendant ces essais, les automobilistes, bien que pris au dépourvu, ont néanmoins obéi aux signaux avec une discipline parfaite et sans la présence du moindre agent bâton. Ça veut dire que les agents, là, qui sont avec leur truc, ils disparaissent. Pour une partie, bien sûr, hein, parce que ça va se mettre en place petit à petit, mais là, on est en juillet 53 et on commence à avoir les feux de signalisation qui se mettent en place. 2 ans plus tard, alors 2 ans plus tard, il y a une petite anecdote qui est quand même étonnante, on est en 55, janvier 55. On a un gardien de la paix qui se retrouve face à un problème. Le cheval d'un attelage qui est achevé à bout de souffle de gravir la route du port vient de glisser sur ses 4 fers et s'est allongé sur la chaussée. L'embouteillage est alors indescriptible et ça klaxonne et ça klaxonne. Alors évidemment, le cheval, là, on est en 1955, je ne sais pas très bien, c'est la première fois que je lis ce genre de choses, hein, que le cheval d'attelage remontait depuis la route du port et, comme il est crevé, il se casse la figure au niveau de la chaussée, on est en 1955. Bon, s'il y en a qui peuvent me dire si c'est courant les chevaux d'attelage en 1955 à Oran, ben je sais, vous êtes les bienvenus. Alors Dan me dit, ça doit être pour Bata, angle rue d'Arzeux, boulevard Clémenceau. Bon ben voilà, d'accord. Donc on est vraiment en plein centre-ville. Hein. Donc il y a un cheval d'attelage qui met le bazar. Puis on est enfin au niveau de la place Carganta par exemple. Alors la place Carganta, je pense que vous voyez un petit peu comment c'est fichu. Il y a 8 rues. Évidemment, ça pose des tas de problèmes. Et cette fois-ci, ce sont les gens qui ont commencé à s'habituer un petit peu au feu, au passage clouté et ainsi de suite, hein, qui vont demander à ce qu'ils installent des feux à Place Carganta, parce que c'est pas possible à gérer sinon. Le 20 janvier 59, ça veut dire que c'est tard hein, quand même, hein. Juste au retour des choses, ce sont les piétons qui protestent lorsque les feux ne fonctionnent pas, de nombreuses personnes veulent. Et ils ont le droit d'exiger, puisqu'ils ont payé par leurs impôts les frais d'installation de ces feux, c'est des revendications des Oranais, hein, que les signaux lumineux disposés au carrefour de la place Carganta soient utilisés toute la journée. Il y a là en effet 8 rues ou boulevards qui se croisent et qui donnent à cette place des largeurs de chaussée beaucoup plus grandes que partout ailleurs, donc plus délicates à traverser.
Or, les pouvoirs compétents estiment qu'à cet endroit, le clignotement spirituel du feu orangé suffit à assurer la sécurité de la circulation. Donc les gens, ils se disent non mais c'est pas possible, on ne peut pas fonctionner sur ce grand carrefour où il y a 8 rues avec des feux clignotants orange. Donc ils vont demander à ce qu'il y ait des feux rouges et verts pour pouvoir régler la circulation place Carganta, où c'est vrai que c'est quand même compliqué. Hein. Bon, puis ensuite, ça va se mettre en place, mais mine de rien, je m'aperçois que c'est quand même tard. Hein. Tard, rue d'Arzeux, c'est le 28 octobre 1959 qui commence à mettre des feux là-dedans. Et alors, dernière petite chose, un paradoxe qui est relevé à la fin. En janvier 61, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la fin pour ce qui est des Européens évidemment, les citoyens qui ont fini par s'habituer aux feux de signalisation recherchent les agents, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus beaucoup des agents, qui le soir venu ne sont plus très visibles. En effet, à ce moment-là, les agents de la circulation à certains carrefours s'estompent. Les automobilistes risquent soit de heurter le brave agent, soit après un franchissement sans visibilité, de sursauter à un retentissant coup de sifflet suivi d'une contravention. La solution est facile, et là il va falloir m'expliquer parce que je ne la comprends pas, peut-être que c'est quand même 61, donc peut-être que vous avez vu passer ces trucs-là. Des agents lumineux. Il suffit que les agents de la circulation soient dotés de bandes autour du képi, donc j'imagine que c'est des bandes fluorescentes, et de crispins phosphorescents. Je ne sais pas ce que c'est les crispins phosphorescents. C'est ainsi que le progrès avance. Bon, voilà ce que je voulais dire sur toute cette circulation. Et je rappelle que c'est Edgar Attias, donc si jamais vous retrouvez son bouquin, je vous conseille de prendre Récits autour d'Oran. Il y a énormément de choses et je pense que j'en ferai pas mal de live parce que vraiment, d'autant plus qu'il n'est plus réalité. Sinon, je vous dirais tout de suite, allez l'acheter à tel endroit parce que vraiment, vous allez vous amuser. À l'intérieur, il y a énormément de choses. Bon, dernière chose, ça, c'est un article que j'ai posté ce matin. Martine me dit bravo et merci pour toutes ces recherches. Franchement, c'est pas moi qui ai recherché, là ça m'a pris une demi-heure. C'est Edgar Attias qui vraiment lui a creusé dans tous les journaux de l'écho d'Oran 19e et 20e siècle et qui a relevé toutes les petites choses. Et ça, moi j'adore les gens qui relèvent les petites choses parce que les grosses choses, tout le monde les connaît, mais les petites comme ça qui permettent de se faire une idée vraiment de ce que ça pouvait être à l'époque Oran, je trouve que ça permet de, moi en tout cas, pour des descendants comme moi qui n'ont pas vécu, ça permet de se faire une idée quand même de la manière dont cette ville a avancé dans les années 30, 40, 50, et j'arrive à placer mon grand-père dans les années 30, je le vois très bien, en effet, traverser comme ça, puis il n'avait pas de voiture, il était jeune, il devait avoir 20 ans, traverser n'importe comment, les voitures qui roulent n'importe comment, et je le vois petit à petit avancer dans la ville d'Oran comme ça, et à voir les feux apparaître, et j'arrive à me caler des dates par rapport à ses âges à lui, et je trouve que ça, c'est important, ça remet vraiment en contexte, hein. Voilà, il faut remercier Edgar Attias, hein, c'est vraiment un bonhomme formidable qui n'a pas l'esprit polémique, au contraire, qui cherche vraiment les toutes petites choses et à conserver en fait cet esprit-là. Et enfin cet esprit, en tout cas, à conserver le quotidien d'Oran. Et ça, je trouve que c'est un très bel esprit que j'aime beaucoup. Donc j'avais partagé cet article-là, cet après-midi, sur les animations culturelles et artistiques de la ville d'Oran. Il y a eu une espèce de budget, hein, tout spectacle sera budgétisé à l'avance, sinon rien, etc. Et j'avais eu un commentaire dessous de quelqu'un qui disait de toute façon ils vont s'en mettre plein les poches et ça va jamais servir au spectacle à Oran et tout ça. Et alors j'en profite pour dire que bon oui c'est possible tout ça, il y a juste que moi ma ligne directrice ici, et à vrai dire elle a toujours été comme ça ma ligne directrice, même sur le blog et tout, c'est certainement pas de taper sur les problèmes d'Oran. Évidemment qu'il y a des problèmes à Oran, et puis je pense que tout le monde les connaît en plus, hein, c'est-à-dire aussi bien les pieds noirs qui s'intéressent toujours à Oran que évidemment les Algériens qui habitent à Oran là-bas et qui savent très bien qu'il y a des choses qui fonctionnent mal. Mais si je commence à taper sur Oran et sur les choses qui fonctionnent mal, d'abord c'est facile, mais il n'y a rien de plus facile que de taper sur des ambulances. Donc moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir au contraire les choses qui sont mises en place, même si derrière, évidemment, ça ne se passerait pas toujours comme on aimerait que ça se passe, mais je pense que c'est important pour moi de garder cette ligne-là, c'est-à-dire une ligne positive, de manière à ce que je ne circule bien entre les polémiques et tout, qui ne m'intéressent pas du tout. Moi, ce que j'essaie de chercher, c'est deux choses, hein, fondamentalement, c'est à quoi ressemble Oran actuellement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, et comment les gens essaient de faire des choses là-bas, etc., etc. Donc mon contact avec les Algériens, pour moi, il est fondamental. Et deuxième chose, à quoi ressemblait le quotidien à Oran. C'est pour ça que des gens comme Edgar Attias ici, ce sont des gens que j'apprécie énormément. Et puis les sites comme celui de Oran des années 50 d'Anne Marlou, je l'apprécie
j'apprécie énormément, il n'y a pas de polémique dessus, il y a des milliers de photos. Donc ça permet pour des gens comme moi d'essayer de se faire une petite idée. Donc ma ligne à moi, hein, et cet article-là, et avec le commentaire qu'il y a eu dessous, il me permet de remettre les choses en place. Ma ligne à moi, c'est certainement pas d'aller chercher les polémiques, soit les anciennes polémiques, soit les polémiques actuelles, soit côté français, soit côté algérien. Tout ça, c'est pas que ça m'intéresse pas, parce que au contraire, elles sont fondamentales pour moi, parce qu'elles me permettent justement de cheminer entre les polémiques. Et pour cheminer entre les polémiques, il faut les connaître. Mais bon, à partir de là, moi, je ne suis pas obligé d'aller dans les polémiques. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc pareil, évidemment qu'il est possible en effet que l'argent budgétisé pour la culture aille ailleurs. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se fait à Oran, même si après, ça ne se fait pas tout à fait comme on aimerait que ça se fasse. Mon esprit, il est toujours à chercher du positif, et je suis comme ça de nature, à vrai dire. Hein. Donc tout le négatif, hop, je le laisse de côté. Bon, voilà ce que je voulais dire pour ce soir. J'espère que vous avez appris des petites choses sur les feux de circulation notamment, parce que je pense que ça donne une bonne idée quand même de la manière dont cette ville-là a évolué. Et il faut se dire qu'en vérité, c'était une ville très en avance. Ça en dit long quand même sur les villes qu'il devait y avoir en province en France, où vraiment, il ne devait pas y avoir de feux de circulation. De toute façon, il ne devait pas y avoir beaucoup de voitures non plus. Il faut se rappeler que Oran était quand même une grande ville. Hein. C'était la 5e ville de France, à l'époque en tout cas. Et je pense qu'il testait énormément de choses. C'était la 3e ville à tester les feux de circulation. Et on est dans les années 50. Moi, j'imaginais toujours que c'était très moderne les années 50. Mais en tout cas, niveau circulation, c'était pas encore ce qu'on connaissait actuellement. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis revenu à mon taux de spectateurs normal aujourd'hui, ce qui me rassure un tout petit peu, parce qu'hier, j'ai parlé tout seul. Il n'y a rien de plus déprimant que de parler tout seul. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis à 10 spectateurs. Voilà, j'ai passé les 12 chiffres, 11 spectateurs. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve demain. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas du tout de quoi je vais parler, mais bon, on va bien trouver un sujet. Et je vous remercie d'avoir été là. On se retrouve donc 19h heure française, 18h heure algérienne. Ciao.